Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette session sur le DevSecOps. Je me présente, Danny Poudrier, architecte de solutions chez AWS. J'ai avec moi Laurent-Jalbert Simard, architecte d'infrastructure chez Poka, qui va vous expliquer comment Poka intègre la sécurité dès le début du développement en intégrant les développeurs au départ du processus. On va voir ensemble c'est quoi le DevOps, qui est-ce que ça touche et comment on l'intègre dans le cycle de développement. Puis, Laurent va vous parler de la sécurité chez Poka et ensuite, il va vous faire une démo d'intégration des règles de sécurité dans un pull request. Commençons par le début. C'est quoi le DevSecOps? En fait, avant de parler de DevSecOps, il faudrait parler de DevOps. Le but du DevOps, c'est l'automatisation du processus de livraison fréquente de valeur business. Et quand on parle de DevSecOps, bien c'est la même chose, mais on ajoute les contrôles de sécurité dans l'automatisation. Il y a des contrôles préventifs, des contrôles réactifs et des contrôles de détection d'incidents. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on fait l'automatisation de la sécurité? En fait, parce que si on attend qu'un humain trouve une faille, réagisse à la faille et la mitigue, on est déjà trop tard. Donc, pas d'offense aux humains qui nous regardent actuellement, mais l'automatisation, elle prend pas de pause café, est aussi fiable le lundi à 8 h le matin que le vendredi à 17 h le soir, et l'automatisation est évolutive, elle peut scaler pour répondre aux incidents de sécurité. OK, mais vous avez sûrement déjà une personne de sécurité ou une équipe de sécurité dans votre entreprise. Donc, c'est eux les responsables. En fait, non. Comme le DevOps, tout le monde est responsable. Et en DevSecOps, tout le monde est responsable de la sécurité, incluant les développeurs. OK? Donc, les développeurs doivent être impliqués dans la sécurité. Mais on les implique quand? Puis où? La réponse, c'est plutôt possible. Les développeurs ont déjà du code pour l'application. Eh bien, en fait, maintenant, on va prendre une infrastructure et on va le coder pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle l'infrastructure as code. Et on va faire la même chose pour la sécurité. On va transformer la sécurité en code pour qu'il soit testable et déployable d'une manière fiable et efficace. Donc, on va tout transformer en code. Et bien, vu que tout est du code, il faut déployer avec un pipeline CI/CD et il faut utiliser des tests unitaires et des tests fonctionnels. Pareil comme on fait avec notre code d'application logicielle. Alors, tout le monde va avoir son pipeline, l'application, l'infrastructure et la sécurité et conformité. On va avoir des pipelines différents parce que les outils pour construire les artefacts, les tester, puis les déployer vont être différents. Mais le principe, lui, il ne change pas. On met du code dans un référentiel Git, on compile et on package les artefacts, on teste les artefacts et à la fin, on déploie les artefacts. Et bien sûr, avec tout ça, on surveille le tout. Donc, autant que le code de l'application ou de l'infrastructure ou de la sécurité, on répète la même moulinette et on inclut les tests de sécurité et de conformité. Par exemple, dans le pipeline d'application, on va inclure la sécurité avec des tests statiques qui vont lire le code et ses dépendances, et des tests de sécurité dynamiques qui vont tester les failles lorsque l'application s'exécute. Et dans un pipeline d'infrastructure as code, on va tester la sécurité en validant des règles d'affaires de sécurité. Par exemple, on peut avoir une règle d'affaires qui dit que tous les disques durs doivent être encryptés. Ou encore, une autre règle d'affaires qui dit que toutes les buckets S3 ne doivent jamais être publiques. Et vu que l'infrastructure est maintenant du code, on peut tester dans un pull request et rejeter si le pull request va à l'encontre des règles d'affaires de sécurité. Donc là, on a vu des moyens pour faire la sécurité préventive, c'est-à-dire d'intercepter un incident de sécurité avant d'arriver en production. Mais il faut aussi avoir un chien de garde qui va être réactif, qui va en tout temps faire du monitoring de la conformité de notre environnement. Et encore mieux, qui va faire une rémédiation automatique lorsqu'il y a une non-conformité trouvée. AWS a l'ensemble des services nécessaires pour gérer les 3 pipelines et inclure la sécurité dans l'ensemble du cycle. AWS Code Commit est un service de repository Git entièrement géré par AWS. AWS Code Build vous permet de construire et tester vos artefacts. AWS Code Deploy vous permet de déployer les artefacts. Et AWS Code Pipeline vous permet de définir toutes les étapes de votre pipeline CI/CD. AWS Config est un service qui regarde chaque changement que vous faites dans votre infrastructure et regarde la conformité de ces changements avec vos règles d'affaires de sécurité. Et quand il y a une non-conformité, AWS Config vous notifie, et encore mieux, peut faire une rémédiation automatique de la non-conformité. Donc, par exemple, si une personne ouvre un bucket S3 en lecture publique, AWS Config peut détecter et révoquer la permission automatiquement. AWS Config a des règles d'action et des rémédiations automatisées
et codifiables qui peuvent être ajoutés à votre pipeline de Security as Code. Bien sûr, ici, je n'ai pas rémunéré l'ensemble des services AWS pour vous aider avec votre DevSecOps, mais je vous ai donné l'essentiel pour inclure les développeurs facilement. Je n'ai pas non plus ajouté une slide sur l'ensemble des partenaires qui sont sur le AWS Marketplace, parce que j'aurais manqué de place dans la slide et de temps pour présenter tout ça. Mais je vous suggère fortement d'aller visiter la page de sécurité d'AWS et les blog posts spécifiques sur DevSecOps pour en savoir plus sur nos partenaires et nos différents services liés à la sécurité. Bon, ben là, on a vu pas mal de théories. On va aller voir un peu d'exemples pratiques. Ici, on a du code assez simple. Lire un fichier et l'envoyer dans S3. Jusque-là, c'est simple. 23 lignes de code. Est-ce que c'est vraiment simple? Parce qu'en fait, notre code utilise des packages externes et des dépendances, parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Est-ce qu'on est vraiment sûr que tous les packages externes ont été testés avec la rigueur qu'on a besoin et que chaque nouvelle version des packages externes sont sécures et sans faille? C'est pour ça qu'il faut inclure des tests de sécurité du code et aussi des tests de sécurité des dépendances. Un autre exemple ici, un développeur veut créer une instance de calcul de C2 et veut se connecter à un SSH. Bon, ben, les best practices disent qu'on doit ouvrir seulement les ports nécessaires. Ici, on ouvre seulement le port 22, SSH. Ça doit être suffisant? Ben, en fait, non. Parce qu'en fait, il faut s'assurer que la liste d'IP qu'on autorise à ouvrir une session SSH puisse le faire et seulement cette liste. Donc ici, on peut automatiser les tests qui valident les ports et les IP autorisés. Un autre exemple ici, mais cette fois-là, on va le faire sur une action réactive plutôt que préventive. On va mettre une règle de sécurité avec AWS Config. Une règle qui va faire un audit en tout temps sur nos buckets S3 parce qu'on ne permet pas au bucket S3 d'être ouvert en lecture publique. Et si une personne ou un process rend le bucket S3 public en lecture, non seulement la non-conformité va être détectée, mais aussi AWS Config va faire une rémédiation automatique et restreindre le bucket pour ne plus permettre la lecture publique. Là, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais donc AWS CloudFormation, AWS Config, ça va être encore des langages à apprendre. Eh bien, avec AWS CDK, vous pouvez utiliser un langage de programmation pour gérer votre infrastructure et vos règles de sécurité AWS Config. Et AWS CDK va transformer votre code simple en CloudFormation complet. Donc, dans votre pipeline d'infrastructure de sécurité, vous pouvez mettre dans votre référentiel Git le code CDK et avec AWS Code Build, lancer la compilation qui va sortir un artefact CloudFormation et déployer l'artefact en production. Et vous pouvez même construire votre pipeline avec du code CDK et gérer votre pipeline comme du code. Ici, on a un exemple de code CDK en JavaScript qui crée un VPC et y ajoute une instance de calcul EC2 en autoscaling avec une capacité désirée de 2 instances. Et tout ça avec juste 15 lignes de code en JavaScript. Pour vous en parler plus en détail et pour vous guider dans les aventures qu'est le DevSecOps, j'aimerais vous présenter Laurent Jalbert-Simard. Laurent est un architecte d'infrastructure chez Poca et il va vous expliquer comment Poca a inclus la sécurité dès le début du cycle de développement et comment Poca implémente le DevSecOps. Sur ce, Laurent, je te laisse la parole. Merci, Danny. Donc, oui, Laurent Jalbert-Simard, architecte et team lead d'infrastructure chez Poca. Grand enthousiaste du cloud et particulièrement celui d'AWS. Mes collègues me comparent parfois à un évangéliste. J'ai assisté aux 5 derniers reInvent, donc je suis vraiment content cette année de pouvoir y participer en tant que présentateur. J'ai quelques certifications AWS à mon actif, mais la plus importante pour cette présentation-ci, je pense, c'est celle de ma certification d'ingénieur DevOps professionnel. Je suis aussi un passionné de cybersécurité. J'ai participé à plusieurs compétitions informatiques. Puis depuis peu, là, je contribue même à la création de challenges pour une de ces compétitions-là. Donc, Poca, qu'est-ce que Poca? Poca, c'est une application qui aide les manufacturiers à améliorer les connaissances, le rendement et la productivité de ses employés. Ça vous dirait peut-être rien comme ça, mais quand je dois l'expliquer à de la famille, à une tante ou un oncle, je dis souvent que c'est comme un réseau social industriel où les gens se partagent des vidéos de formation au lieu de se partager des vidéos de chats. On est présent dans plusieurs des grandes entreprises manufacturières au monde, là, notamment Danone, Bosch, Nestlé, plusieurs autres. Poca a ouvert ses bureaux à Québec en 2015. J'ai été dans la première cohorte d'employés.
5 ans plus tard, on est rendu un SaaS de classe mondiale avec plus de 75 employés et des clients dans les 4 coins de la planète. Ça a été vraiment intéressant de voir toute cette progression-là de l'intérieur. Pourquoi on a choisi de se lancer dans le DevSecOps? La première raison, c'était pour venir en aide aux développeurs. Notre cycle d'itération tournait au ralenti parce que les développeurs ne savaient pas si ce qu'ils allaient faire, si les changements qu'ils voulaient mettre en ligne allaient briser l'application parce qu'on n'avait pas de test en place. Pire encore, le déploiement était manuel, donc c'était toujours un peu dangereux. Donc, on attendait. Les déploiements devaient être plus gros parce qu'on déployait moins fréquemment. Donc, ça devenait encore plus risqué, là. Donc, cette situation-là est un peu intenable. La deuxième raison, c'est pour faciliter les ventes, surtout avec les gros joueurs. Les clients sont de plus en plus exigeants en matière de sécurité. Puis, nous, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on est capable de mitiger les risques. Puis au final, les départements TI de ces compagnies-là, ben, parfois, ils ont comme un droit de vie ou de mort là, sur un projet d'implantation comme Poka. Donc, il faut vraiment qu'on ait une très bonne posture en sécurité. Puis finalement, parce que c'est dans notre ADN, le nom Poka vient de l'expression japonaise Poka-yoke, qui veut dire anti-erreur, si on le traduit en français. C'est un concept où on met un mécanisme en place pour qu'un problème ne puisse jamais arriver. Fait que je vois le DevSecOps de la même façon, où on essaie de mettre des mécanismes en place pour que les problèmes de qualité ou de sécurité soient découverts tellement tôt dans le processus qu'ils n'aboutissent jamais en production. Maintenant, comment on fait pour y arriver au DevSecOps? Il y a plusieurs points qui vont nous permettre de se rendre là. J'en ai choisi 3 que je considère qui ont été clés dans le cheminement qu'on a eu. Premièrement, on s'est donné comme règle de toujours privilégier les services gérés. Ça nous laisse plus de temps pour développer des choses qui rajoutent vraiment de la valeur au produit. Puis aussi, en même temps, ça facilite l'automatisation parce que, surtout si on prend les services, par exemple, tous AWS, ben, ils se parlent bien entre eux autres. Puis aussi, ça facilite la gestion d'accès, encore une fois, parce que ça se fait tout au même endroit. Le deuxième point qui est, selon moi, le plus important, puis je ne saurais trop insister là-dessus, c'est qu'il faut traiter l'infrastructure comme du code. Danny en a parlé un peu plus tôt. Dans ma démo, que je vais faire bientôt, on va le voir très bien, puis j'espère que vous allez comprendre l'importance de ça aussi. Puis dernièrement, ben, il y a la mise en place d'un flux CI/CD. Pas seulement ça, nous autres, on est allé plus loin, on a un SDLC, donc un Software Development Lifecycle, qui définit toutes les étapes de la planification d'une fonctionnalité jusqu'à son déploiement. Puis après ça, on s'est affairé à automatiser le plus de choses possibles là-dedans pour que ce ne soit pas un irritant pour les développeurs, mais plutôt comme un allié pour qu'ils sentent qu'ils puissent déployer du code sans crainte. Donc, c'est rendu le temps de la démo. On va couvrir pas mal de choses dans cette démo-là. On va faire une application web. On va utiliser l'infrastructure as code pour déployer un système d'intégration continue. Sur ce système d'intégration continue-là, on va rouler des tests pour la vulnérabilité et la conformité sur autant notre application web que l'infrastructure. Puis, on va avoir un bref aperçu d'un système de déploiement en continu à la fin de ça. Puis tout ça en environ 12 minutes, là, donc ça va aller très vite. Là. Ne vous en faites pas. Là, j'ai mis le lien vers la démo sur GitHub. Donc, si vous voulez suivre avec ça ou le regarder plus tard pour expérimenter par vous-même, vous pouvez faire ça sans problème. Donc, bonne écoute. On va commencer la démonstration en se créant un référentiel Git sur GitHub. On pourrait utiliser un autre outil comme CodeCommit ou Bitbucket, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est copier, ou plutôt cloner ce Git-là sur mon ordinateur, puis ouvrir le projet dans un IDE. Donc, pour la démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une application web du type Hello World. C'est une application en Python et Flask. Donc, j'installe Python et ses dépendances, puis je vais écrire un petit script, vraiment pas grand-chose, là, qui va juste répondre « Bonjour, reInvent 2020 ». C'est vraiment juste pour tester la boucle, finalement, là, de développement applicatif. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va containeriser notre application. Ça va faciliter son déploiement. Puis surtout, ça va nous permettre de valider son contenu lors du CI.
je vais tester que mon Docker fonctionne bien en le construisant, puis en le roulant, tout en m'assurant, et voilà, qu'on a bien le résultat. Bonjour reInvent 2020. Fantastique. Donc, ensuite, ça, c'est tout pour la partie applicative. Maintenant, on va se concentrer sur plus la partie infrastructure. On va se créer un dossier CDK, puis après ça, on va installer la CDK. Donc, la CDK, c'est le Cloud Development Kit. Danny en a parlé un petit peu. Dans le fond, ici, je vais l'initialiser en TypeScript, mais on pourrait utiliser C#, Python, Java là, comme langage pour développer dans la CDK. Il n'y a pas de problème. Il supporte plusieurs langages. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vouloir me créer une CI stack, dans le fond, parce qu'évidemment, là, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est de l'automatisation de validation. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la librairie de CodeBuild pour la CDK. CodeBuild, c'est un service d'intégration entièrement géré qui compile le code source puis exécute des tests. Dans notre cas, ça va être les tests de sécurité. Donc, je connecte CodeBuild à GitHub. Puis surtout, ce que je fais, c'est que je vais configurer de façon à ce que quand il y a des nouvelles pull requests ou qui sont mises à jour, ça va déclencher nos projets CodeBuild. Donc, je suis en train de mettre en place un projet CodeBuild pour faire les validations au niveau applicatif. Dans le fond, je vais créer un build spec pour ça. Donc, le build spec, c'est concrètement, là, c'est une collection de commandes que CodeBuild va pouvoir appeler, dans le fond, pour procéder à l'exécution là, des tests. Donc, les tests que je vais lancer, ça va être des tests de vulnérabilité. Dans le fond, en utilisant un utilitaire open source qui s'appelle Trivi, qui est développé par Aquasec. Ça me permet de scanner et de trouver des vulnérabilités, là, autant dans les librairies Linux, dans notre image Docker, que dans nos dépendances de l'application Python. Donc, je vais juste copier-coller le script d'installation. Je vais poursuivre avec le reste de l'installation. Donc, je vais builder mon conteneur, puis je vais dire à Trivi de le scanner en essayant de trouver des vulnérabilités de sévérité haute ou critique. Donc, parfait. Je finis la mise en place de ce projet-là. Puis maintenant, je vais faire un nouveau projet CodeBuild, mais lui, orienté vers la conformité de l'infrastructure elle-même. Donc, un peu de la même façon, je vais aller créer un fichier build spec. Ce coup-ci, par exemple, au lieu de tester là, pour des vulnérabilités dans des librairies, on va plutôt analyser le code de façon statique pour des mauvaises configurations qui pourraient rendre notre infrastructure à risque. Donc, pour ça, je vais utiliser un autre outil open source qui s'appelle Checkov. Il est compatible avec plusieurs langages d'infrastructure as code, dont Terraform, mais surtout, il est compatible avec CloudFormation, puis c'est ce qui nous intéresse parce que la CDK génère du CloudFormation. Checkov analyse notre code pour des mauvaises configurations, mais il peut aussi même détecter, par exemple, si quelqu'un avait laissé des clés d'accès à AWS là, directement dans du code. Donc, on va maintenant l'installer. Fait que je vais aller copier la commande d'installation dans la build spec pour que CodeBuild puisse l'installer avant de valider le code. Donc, je vais dire à la CDK de générer le CloudFormation avec la commande synthétisée, puis je vais dire à Checkov de valider ce CloudFormation-là. On finalise ce projet-là, et voilà. Donc maintenant, je vais être prêt à tester le CI, dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer nos stacks de CI. Je vais juste renommer rapidement là, les stacks. Puis, je vais utiliser la CDK pour déployer notre infrastructure. Ici, on peut voir rapidement que la CDK nous informe quand il y a des choses qui sont faites par rapport à des règles de sécurité, etc., pour qu'on soit bien au courant avant de déployer qu'est-ce qu'on fait. Dans notre cas, c'est assez standard, c'est juste les rôles que CodeBuild a besoin. Ici, à gauche, on voit rapidement une extension là, qu'on peut installer. C'est le toolkit d'Amazon dans VS Code. Ça nous permet de voir là,
les stacks CDK qui sont déployés dans notre compte. Donc, on va aller voir justement au niveau de CloudFormation, s'assurer que ça a bien été déployé. On voit notre stack, elle est là. Puis, dans les ressources, on peut voir qu'on a nos 2 projets CodeBuild qui sont là. Fait que ça, c'est parfait. Comme on le sait, CodeBuild a été configuré pour s'exécuter, puis se déclencher quand on fait on ouvre une nouvelle pull request ou demande de tirage. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer une branche, on va soumettre nos changements, on va pousser ça vers GitHub. Puis, encore une fois, j'utilise une extension ici, mais on va pouvoir créer une pull request à partir d'ici. Donc, c'est ça. Puis, directement dans l'interface de GitHub, puisqu'on s'est intégré avec CodeBuild, on va voir là, les checks de CodeBuild là, directement ici. On voit d'ailleurs qu'au niveau là, de la conformité de l'application, on a une de ces validations-là qui est en échec, qu'on va aller la voir. Ça va nous amener dans l'interface de CodeBuild. Puis, on va aller voir les logs là, justement de ce build-là. On voit que, ici, on a plusieurs vulnérabilités hautes dans Debian 8.9, là, plutôt dans les librairies sous Debian. Fait qu'on sait que ça, c'est au niveau de notre conteneur. Puis ici, on voit qu'au niveau de notre Python, là, on a une librairie, Waitress, qui a une vulnérabilité critique à la version 1.3.0. Donc, on va sûrement vouloir mettre ça à jour, là. Donc, sans surprise, on va aller mettre à jour notre Python qui était assez vieux, espérant que ça règle les vulnérabilités, là. Puis, on va faire la même chose, mais au niveau des dépendances, là, directement en Python. Donc, on va mettre à jour ces librairies Python-là. On s'assure que les changements sont bons avant d'envoyer ça dans Git. Puis, on écrit un petit message comme quoi on va patcher ces vulnérabilités-là. On soumet ça. Et puisque CodeBuild, encore une fois, est configuré pour être déclenché quand les pull requests sont mis à jour, on devrait avoir nos checks qui se complètent ici. Et voilà, ça a passé. Parfait, on est conforme. On peut passer au prochain test. Pour la prochaine partie, on va tenter de mettre en ligne notre application Hello World Bonjour Reinvent 2020. Donc, on va s'intéresser plus à la sécurité de l'infrastructure. Puis, on va essayer de mettre à l'épreuve là, le script de validation qu'on a fait dans la première partie au niveau de l'infrastructure avec Checkov, etc. Donc, allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un VPC. Puis, on va créer après ça une application load balancée, donc une application Fargate qui comprend là, un tas de choses. C'est ça qui est vraiment formidable avec la CDK, en fait. C'est qu'en très peu de lignes de code, on peut créer une infrastructure complète. Ça va de la création justement du VPC avec de la segmentation réseau, des NAT, des tables de routage, tout ce qu'on veut, à l'équilibreur de charge, aux journaux pour le container. Donc, vraiment, là, on a une infrastructure complète en quelques lignes là, qu'on voit qui est écrit en ce moment. Donc, voilà. Puis, pour tester justement notre validation, on va créer un bucket, puis on va donner accès à notre application à ce bucket-là. Comme ça, on va voir si nos validations fonctionnent bien. Donc, un peu comme on faisait tout à l'heure, on va créer une branche, on va soumettre ces changements-là. Puis ensuite, on va créer une pull request. On va attendre que CodeBuild fasse les validations. Et on va savoir à ce moment-là si notre infrastructure est conforme ou pas. Donc, elle n'est pas conforme. Allons voir les détails, allons voir pourquoi. Donc, dans la section rapport, là, avec Checkov, on est capable d'avoir des beaux rapports dans CodeBuild. On va voir un peu plus bas là, qu'on n'a pas passé plusieurs tests. Là. Notre bucket pourrait avoir des objets publics. Il n'est pas encrypté. Il n'est pas versionné. Donc, c'est des choses qu'on va vouloir gérer. Là.
Donc, je vais créer ma clé d'encryption. Voilà, avec la rotation de la clé à chaque année. Mettre ça, il faut activer ça. Puis, on va bloquer tous les accès publics là, au bucket. Ça veut dire que ce ne sera pas possible pour un utilisateur là, par accident, là, un développeur par accident de mettre un objet public dans le bucket. Ça va être bloqué complètement. Puis finalement, on va donner accès à la décryption des objets à notre service. Donc, on va pousser ça. On met à jour la pull request. Donc, comme on sait, ça va redéclencher des nouvelles exécutions dans le code build. Et là, on va attendre de savoir si tout est beau. Et là, tout passe. Donc, on a réussi à régler tous les problèmes de conformité liés à notre bucket S3. Donc, tout est vert, tout est à 100%. Donc, ça, c'est bien. Et là, je vais finir avec un petit cadeau là, qui va être dans la démo. Si vous allez chercher le code plus tard sur GitHub, vous allez pouvoir essayer ça. C'est que j'ai aussi ajouté dans la CDK entre-temps un pipeline de déploiement. Donc, avec Code Pipeline, ici, vous pouvez voir que quand dans le fond, on va merger une pull request, donc quand on va prendre le code puis le retransférer dans la branche principale, ça va lancer l'exécution d'un pipeline, Code Pipeline, qui, lui, va finir par déployer notre code d'infrastructure dans CloudFormation. Comme là, on voit ici Prod Reinvent Demo Service, c'est ce qui va héberger notre conteneur Bonjour Reinvent 2020 en Fargate. Donc, on l'a ici, puis je peux aller chercher l'URL du load balancer, et voilà. Bonjour Reinvent 2020, on y est arrivé. Bonjour, j'espère que vous avez apprécié la démo. Pour nous, appliquer ça dans notre cycle de développement, ça a été révélateur. On est capable de régler les problèmes beaucoup plus tôt dans le processus, bien avant qu'on déploie en production. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Danny pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent. C'était vraiment intéressant. Donc, si vous avez une chose à retenir de notre présentation, c'est qu'il faut traiter votre application, votre infrastructure et votre sécurité comme du code. Qu'est-ce qu'on fait avec du code? Bien, on le teste et on le déploie d'une manière automatisée. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez aimé la présentation et la démo. Et si vous avez aimé ou si vous avez des commentaires, faites-nous le savoir en remplissant le sondage de la session. Merci. Bonne journée.